Bienvenue Najat Mijid. Merci Rachid. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes experte aux Nations Unies sur les droits de l'enfant. J'avais dit, on a plaisir et j'ai plaisir à voir et à revoir Najat Mijid. J'ai l'impression qu'elle était, je sais pas, on la voyait beaucoup moins ces derniers temps. Elle était, bon, je peux parler de moi à la troisième personne. Ouais. Non, j'étais par Mont et par Vaux, effectivement, pendant des années, là, donc, aux Nations Unies, donc beaucoup de voyages, beaucoup d'international. Mais je n'ai pas oublié pour autant tout mon militantisme, mon activisme marocain, puisque je continue à militer sur les droits de l'enfant, notamment dans le cadre de la politique de protection de l'enfance, notamment dans le cadre de la politique de la santé, dans le mouvement et l'accompagnement des ONG droits de l'enfant. Donc je continue. J'étais peut-être moins visible médiatiquement, sûrement, surtout. Moi, c'était un choix ou c'était juste parce que votre agenda... Non, c'était, je vais être très franche avec vous, Rachid, c'était un peu un choix à un moment, parce que d'abord, effectivement, il y a eu au démarrage, et ça fait quand même plus de 40 ans que je milite, hein, il y a eu un démarrage, effectivement, avec beaucoup de médias, donc pour suivre, pour interpeller sur la problématique initialement des enfants en situation de rue, et puis aussi jusqu'à ce qu'il y ait pas mal de changements, de réformes. Et puis, très honnêtement, depuis ces 10 dernières années, je voyais pas l'utilité de revenir sur... au niveau des médias, parce que j'avais l'impression que j'allais répéter ce que j'avais dit il y a une trentaine d'années, parce que j'avais un sentiment réellement de pushback, de retour en arrière, et ça m'interpellait beaucoup. Et là, ces derniers temps, depuis maintenant 1 an, je me dis, bon, il faut revenir, parce que c'est quand même pas normal que les choses n'évoluent pas, ou que les choses stagnent, ou que j'ai la sensation qu'on revient en arrière, et ça Pourquoi sensation qu'on revient en arrière, Najat Mijid? Parce que, juste en matière de droits de l'enfant, hein, oui. Donc demain c'est quand même la journée des droits de l'enfant, hein, donc, et le Maroc a ratifié la convention en 93, hein, donc ça date, hein, et c'est quand même pas normal qu'on ait fait des avancées à un moment où effectivement les enfants étaient reconnus en matière de droits, n'avaient pas accès à tous leurs droits. On a fait beaucoup d'avancées en matière de loi, en matière de ceci, en matière de cela, et puis ces dernières années, j'ai l'impression qu'on revient en arrière, je vais vous le dire tout de suite, on revient, il y a encore maintenant un nombre d'enfants dans les centres de détention alors qu'on avait lutté contre ça. On retrouve, vous regardez dans les rues, il y a beaucoup d'enfants qui errent dans les rues et de plus en plus. Plus qu'il y a 10 ans? Oui, on a des chiffres là-dessus, Najat Mijid? Non, il n'y a pas de chiffres parce que c'est une très grande mobilité des enfants, mais ils sont de plus en plus visibles. Pourquoi? Parce que très honnêtement, tout le travail qui doit se faire en amont n'est toujours pas là, quoi. Et donc ça, c'est un gros problème. Vous avez le problème de l'éducation, le problème de l'accès à la santé, le problème de l'accès à la protection. Donc on se retrouve avec les mêmes problèmes et pour lesquels il faut lutter. Alors on se dit, est-ce que c'est un problème de savoir-faire? Est-ce que c'est un problème de compétences? Est-ce que c'est un problème juste de slogan politique? Nous allons, l'enfance c'est notre avenir, alors que en réalité c'est le présent et qu'on a envie de rien faire. Moi, je suis très interpellée, vraiment très très interpellée. C'est quoi? Est-ce que vous mettez le doigt, si je puis dire, sur les pouvoirs publics? Ah Est-ce oui. que c'est au pouvoir public de faire? Ah oui. D'accord. Ah oui. Donc parce que 10 ans, ça coïncide aussi avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement, dominé un petit peu par le Parti Justice et Développement, sans politiser, bien sûr. Non, est-ce qu'il y a un lien, pas de lien? Il n'y a pas de lien forcément, parce que, très honnêtement, même avec l'arrivée de ce gouvernement, c'était la première fois qu'on avait adopté une politique de protection intégrée de l'enfance sous la houlette du chef du gouvernement, impliquant tout le monde, avec un budget dans la loi de finances, c'est quand même sous leur mandat. Mais après, le problème, c'est la mise en œuvre. Nous avons un gros problème. Le nombre de politiques qui ont été élaborées de manière participative, et on se retrouve maintenant dans 2015, elle a été adoptée. Nous sommes bientôt 2019 et il y a encore que dalle. Franchement, mise en œuvre, on a des petites actions. Je sais pas, est-ce que ils sont paralysés? Est-ce qu'ils savent pas faire? Je sais pas. Et je suis fatiguée d'entendre, il faut qu'on revoie notre modèle de développement, il faut qu'on revoie notre façon de faire. Il y a un problème majeur dans la façon de faire. C'est-à-dire à mener à bien des actions ou à faire simplement des actions, à mettre les choses en action? Je pense qu'il faut mettre les choses en action, mais il faut pas les mettre dans le cadre du système actuel. Pour moi, tout le système institutionnel tel qu'il est à revoir. C'est une refonte. On ne peut pas continuer à faire des plans d'action centraux, à essayer de les décliner au niveau territorial, alors que le système, les assises sont dysfonctionnelles. Franchement, il faut revoir. Parce que vous ne pouvez pas continuer à dire aux populations, d'ici 2025, nous allons faire. Aussi maintenant, concrètement, il y a des choses à changer. Mais maintenant, l'accès à la protection peut être résolu maintenant. L'accès à la santé peut être résolu maintenant. Il y a beaucoup de choses qu'on peut résoudre maintenant et qui changent concrètement la situation des enfants et des personnes vulnérables. Et j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est un problème de savoir-faire ou un problème de courage politique, de dire, le système, il faut l'éclater
et le revoir parce qu'il se nourrit de lui-même, ce système. Il s'auto-alimente, en fait. Il s'auto-alimente, mais négativement. Et la société civile, c'est quoi là? Parce que là, je me dis, les pouvoirs publics, société civile, est-ce que les pouvoirs publics doivent continuer à sous-traiter, entre guillemets, à la société civile pour faire le job? La sous-traitance, je crois pas que ça doit être la mission des ONG. Quoique, si sous-traitance il y a, elle doit s'intégrer dans le cadre d'un programme avec des objectifs clairs. C'est pas des actions où on fait un petit peu de bricolage, un petit peu de soutien, un petit peu de distribution, un petit peu. C'est vraiment, quand on parle d'accompagnement, c'est un accompagnement psychosocial, c'est l'empowerment des enfants, c'est l'accompagnement des familles pour en faire des acteurs et pas des assistés toute une vie. Et ça, c'est le grand challenge. Donc, si c'est fait dans ce cadre-là, avec des contrats programmes, avec des indicateurs, avec des subventions annuelles, parce que le vrai débat de fond, dans tout ce foutoir qu'on a, c'est qu'on n'a jamais construit autant de bâtisses et de murailles, donc on est en train de ghettoiser toute l'exclusion, mais on pense ni à la ressource humaine, ni au budget de fonctionnement. Or, en matière de protection, en matière d'accompagnement, vous avez besoin de qualité, de personnel, mais de feu de Dieu. Et donc, c'est des métiers. Et là, peut-être je saute du coq à l'âne. Et quand je vois qu'on a le problème en disant, nous n'avons pas d'emploi, très honnêtement, tout le volet social, et quand je dis social avec un grand S, c'est pas de la charité, c'est pas de shafaka, c'est du professionnel. Des éducateurs, des animateurs, des encadrants, des techniciens qui travaillent avec les familles, mais donc, c'est des profils et c'est des métiers. Et le référentiel métier vient d'être élaboré, et ce créneau n'est exploité nulle part. Et c'est quand même pas normal. Parce qu'on sait pas faire. Si, je pense qu'il y a un besoin, mais je crois qu'il faut qu'ils switchent. Le social, pour eux, c'est quelque chose à côté. Or, le social, vous avez 3 grands blocs. Politique, social et économique sont interreliés. On peut pas faire un peu de social pour aider ces petits pauvres, faire un peu de politique de l'autre côté, l'économique. Les 3 sont interreliés. Et ça, on a du mal. Moi, je comprends pas comment Tout à l'heure, vous faisiez référence à le projet de loi de finances, et d'ailleurs, c'est l'actualité, parce qu'il va être amendé ce vendredi. On dit qu'elle est à coloration sociale. Donc c'est de la dominante sociale plutôt que dominante économique. Donc il y aura le social qui va être priorisé pour 2019. C'est ce qui est prévu. Mais nous, juste pour vous dire, on a reçu, d'ailleurs les ONG ont fait une pétition qui a été envoyée donc aux différents ministères, notamment concernant la politique de protection intégrée de l'enfance. On a vu la présentation qui a été faite au Parlement par la ministre, et donc par rapport à la politique intégrée qui était prévue avec des actions clairement définies, quand on a vu ce qui a été proposé en matière pour la loi de finances et donc en matière de budget, on a été scié parce qu'on s'est retrouvé encore avec beaucoup d'actions sur de la réhabilitation d'infrastructures, la dimension humaine. Donc quand je parle de la dimension humaine, donc la qualité, l'encadrement de tout ce volet-là, peanuts. On s'est retrouvé aussi avec des mesures telles que signer des conventions. Donc on s'est retrouvé avec des choses très très bizarres. Et ce qui m'étonne, c'est que la loi de finances a changé et elle est axée sur la performance, elle zoome sur la région. Donc clairement et nettement, on n'a pas vu les indicateurs qui permettent d'évaluer la performance et l'impact sur la situation des enfants et de leur environnement. Donc moi je suis un peu étonnée. Donc social, c'est pas uniquement de la construction de murailles, c'est pas uniquement des petites bricoles, c'est vraiment un système de fond où on a réellement de l'encadrement humain et puis des spécificités territoriales, parce que je suis désolée, chaque territoire est spécifique et la régionalisation avancée, sa déclinaison est capitale. Quand vous voyez que la santé a développé le schéma régional de l'offre de soins, vous avez la carte scolaire, vous avez l'INDH, vous avez les plans de développement communaux, vous avez les plans de développement régionaux, juste je zoome, plus les plans centraux, il y a de quoi se tirer une balle. Donc il y a un moment où, comment vous articulez tout ça? Et là, la simplification, elle est rendue possible avec un... Mais elle est rendue possible s'ils le désirent. Il faut qu'ils se posent sur une table et puis se disent, bon, voilà la population, c'est elle qu'on cible, voilà les problèmes, et voilà comment je peux intervenir dans le cadre vraiment un cadre intersectoriel institutionnalisé avec des mécanismes de redevabilité par acteur. Redevabilité? Oui. C'est-à-dire? Redevabilité sociale. Pour moi, ce qui est important, toute la Constitution et tout, on s'est battu pour que ce soit la participation et que la personne soit au centre des préoccupations, pas au centre uniquement comme cible ou bénéficiaire, mais comme acteur et force de proposition. Donc, quand on parle de mécanisme de redevabilité sociale, l'élu, le représentant des départements extérieurs, etc., les gouverneurs doivent aussi rendre compte. Ça veut dire que quand vous affichez un programme, vous devez expliquer aux gens, et ça c'est important, voilà le programme, voilà le budget, voilà la responsabilité, voilà l'échéancier. Parce que la redevabilité sociale, ça veut dire aussi que la population a la possibilité d'évaluer ce qui se passe et de faire des contre-propositions. Et ça, pour nous, c'est très
Pour nous, c'est important en tant que militants. Maintenant, c'est écrit dans tous les textes. Ils ont encore du mal à le mettre parce que vous voyez, mécanisme participatif de dialogue, concertation, vous avez des commissions. Mais c'est pas tant dans les commissions, c'est dans les modalités de fonctionnement et les modalités d'interaction. On parlait de population. Est-ce qu'on n'assiste pas aussi à une évolution du visage des populations aujourd'hui qui peut-être rend les choses difficiles pour celles et ceux qui sont aux commandes? Je pense aux vagues migratoires, à de nouveaux visages visibles aussi dans les rues. Malheureusement aussi près de là où il y a des feux aussi de signalisation, on voit des jeunes, de plus en plus d'enfants, de plus en plus de mineurs qui viennent de Syrie, qui viennent d'Irak, qui viennent de pays du continent. Donc c'est peut-être pas chose facile aussi pour les pouvoirs publics pour essayer aussi d'uniformiser un mode de gouvernance et d'efficacité en matière d'action. C'est pas chose facile, mais c'est pas chose impossible. C'est pas chose impossible. Pourquoi? Parce que je vous dis, c'est tant qu'on continue à agir en feedback à des réactions. J'ai l'impression que le gouvernement est plus en mode rétroactif que proactif. Donc, la vague migratoire, moi je suis désolée, on le savait. C'était prévisible. Hein. Donc, ça, c'est pas tombé du ciel. On a mis une politique migratoire qui régularise, qui reconnaît les droits, donc, et les flux migratoires sont connus. Ce qui se passe en Syrie, on savait aussi qu'il y a. Donc, on se prépare pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nos institutions, nos services de santé, nos services éducatifs, malgré tous les réformes et les discours, ne sont même pas capables d'absorber et de répondre aux besoins déjà des nationaux. Donc, du coup, il y a une forte demande et ils ne sont pas préparés. Donc là, il fallait penser aussi comment on prépare tout ce volet-là. Donc, on n'a pas anticipé sur ça. L'autre point qui me semble important aussi, et qui m'interpelle beaucoup, vous avez dit ça a changé. Moi, je travaille beaucoup avec les jeunes et ce qui me sidère, c'est quand vous avez des jeunes qui vous disent actuellement, j'ai trois possibilités dans ma vie, c'est 3 horizons. J'ai ou la mort, ou la migration, ou la prison. Et je me rappelle, un bouquin que j'avais lu, c'était Cléopâtre, ça date pas d'hier, hein. Et Cléopâtre qui disait un jour, parce qu'elle sentait que il y avait un malaise, qui avait fait un tour dans son pays, quoi, et qui est revenu et qui a convoqué tout son gouvernement. Elle leur a dit, je suis sidérée. Le peuple, il n'a plus d'espoir. Et elle dit, quand un gouvernement n'est même plus capable de donner de l'espoir, il doit partir. Et moi, je pense que ce qui est très, très grave actuellement, c'est que, clairement et nettement, il y a une sorte de désespérance. Je suis pas pessimiste, mais j'écoute les jeunes. Et quand il n'y a plus d'horizon, quand ils n'y croient plus, quand il y a la crédibilité institutionnelle qui est partie pour la reconstruire, il faut agir vite, concrètement et de manière qualitative. Est-ce que Najat Mjid appelle au départ du gouvernement actuel? Je ne sais pas si j'appelle au départ du gouvernement parce que je ne sais même pas quelle relève il y a, donc très honnêtement. Mais je me dis je suis sidérée de l'inertie. Je suis sidérée, très honnêtement, de l'inertie. On réagit par rapport aux réseaux sociaux, on réagit par rapport... Mais alors qu'il y a des braises un petit peu partout, mais on se pose. Il y a quelque chose qui n'est pas normal, quoi. Il doit être à l'écoute. Même si on dit c'est surdimensionné, c'est peut-être surdimensionné, peut-être qu'il y a des fake news, mais il y a un malaise, et un malaise très très fort. Il y a de la forte demande. Et il n'y a aucune communication. J'ai jamais vu un gouvernement aussi autiste. Donc il y a quand même quelque chose qui dysfonctionne. Il est redevable, il doit expliquer, il doit agir et être sincère. Qu'est-ce que ça nous coûte d'être sincère? Peut-être qu'on est en crise financière, peut-être qu'on est en crise économique, peut-être qu'il y a des priorités, mais de parler franchement. Et là, moi, j'ai jamais vu ça. Et on est en train, et si vous voulez, comme un ronronnement. Et on recommence les mêmes outils. Ça fait, ils planchent sur le modèle de développement territorial intégré depuis Mathusalem. Et ils arrivent toujours pas à le pondre. C'est des réunions et des réunions et des réunions et des réunions. Et ça pose problème. Est-ce que c'est de l'incompétence? Est-ce que justement, c'est la question que j'allais vous poser. J'en sais rien. Saladin Latchmani, chef de gouvernement. Je sais pas, je le connais pas personnellement, mais très honnêtement, son leadership pose question. On revient sur les migrants, sur les jeunes migrants aussi, parce que vous êtes aussi en charge. Vous avez été rapporteuse, on dit ça, hein, rapporteuse, pas rapporteur. Hein. Quoique canadiennement, c'est rapporteureux avec un E à la fin. Oui. Ouais. Mais vous êtes aussi membre du CNDH. Du CNDH, mais aussi de l'enfant. Du Bureau international des droits de l'enfant, de l'African Child Policy Forum. Voilà, donc, par rapport à tout ça, se dire comment, est-ce que c'est pas ça complique pas les choses, l'ouverture un petit peu l'ouverture, en tout cas ces vagues migratoires qui se sont installées au Maroc, ces jeunes, ces moins jeunes aujourd'hui, voilà, pour toute politique d'intégration, pour une politique aussi qui vise la cohésion sociale, une communauté nationale, et que tout ça aussi on a beau avoir du leadership, on a beau plein d'idées, on a beau vouloir agir, ben c'est compliqué aussi. Bien sûr que c'est compliqué. La gestion, j'aime pas le mot d'abord gestion, la partie de la migration, elle est mondiale. Et je pense que
Personne n'arrivera à arrêter les flux migratoires de par le monde. C'est clair. On est dans un monde globalisé, on est dans un monde virtuel aussi, et dans un monde où les marchandises circulent librement et la population moins. Donc clairement et nettement, les flux migratoires ne vont pas s'arrêter. Maintenant, c'est comment faire en sorte que réellement ces flux migratoires soient accompagnés. Le Maroc seul ne peut pas le faire parce qu'il y a la dimension mobilité. Mais par contre, il peut avoir le lead. Le Maroc a intégré l'Union africaine. Et il peut avoir le lead sur ce volet-là. Parce que le continent africain, et parler au nom du continent africain, parce que du fait de sa position géographique, il est en interface avec l'Europe, bien entendu. Et ce qui est capital, c'est de voir, c'est comment créer ces chaînes qui partent du pays d'origine, pays de transit au pays d'accueil. Et donc, on ne peut pas travailler seul. On ne peut pas régler ce problème seul. On ne peut pas faire des retours forcés. On ne peut pas faire des retours involontaires. C'est comment, très honnêtement, maintenant, agir en amont, agir pendant et agir à l'arrivée. Tous les migrants ne seront pas réintégrés, ça c'est clair. Le Maroc est vécu comme un starting point pour l'Europe, clairement et nettement. L'Europe met la pression sur le Maroc pour bloquer. Mais je pense très honnêtement que, politiquement parlant, vu le contexte, vu la montée du populisme mondial en Europe, le Maroc peut franchement avoir un lead dans la défense des droits des migrants, de leur dignité. Et puis aussi, ce qui est important, toute l'aide européenne, toutes ces aides, pas pour construire des ghettos, pas pour construire des fils barbelés, mais réellement comment on agit dans le développement, au Maroc bien sûr, mais dans le développement aussi en amont, dans les pays d'origine. Dans les pays d'origine, c'est ça, bien sûr. C'est ça qui a failli. Mais est-ce Oui. que nous, on peut le faire, ça? Pas nous, mais on peut être le porte-parole pour que l'Europe, qui est en train d'actuellement de bloquer ses frontières, au lieu d'investir, parce que je vous rappelle, quand vous voyez tout ce qui se passe actuellement en matière de sécuritaire, en matière de blocage des frontières, c'est que cet argent, dont toute l'aide au développement qu'elle avait promis, je vous rappelle, un paix et prospérité en Méditerranée, donc on y rêve encore. Donc clairement, honnêtement, elle a un rôle à jouer et accompagner, pas accompagner uniquement en renforçant les frontières, mais accompagner réellement en matière de développement. Ça, c'est le point. Le deuxième point. Les pays africains ne doivent pas attendre que l'Europe. Il y a un problème aussi en matière de politique et de gouvernance des pays africains, parce qu'il y a des richesses énormes dans ces pays. Donc clairement et nettement aussi, je pense que l'Afrique peut être un réel modèle, s'il y a une volonté, et je pense que le Maroc peut jouer le lead au niveau de ce volet-là, pour qu'il y ait réellement des changements qui permettent aussi à ce que l'Afrique se développe de par elle-même. Et ne pas oublier que la jeunesse, c'est des millions de personnes, et des millions de personnes, avec la démographie africaine, de faire en sorte que, effectivement, ils deviennent des acteurs de proposition. Des acteurs de proposition. Ouais. Mais pourquoi on dit toujours l'Afrique doit se développer, l'Afrique doit se développer, l'Afrique doit se développer, et l'Afrique se sous-développe au fil des années. Je veux dire, et de l'autre côté, on a l'Union européenne aujourd'hui qui impose toujours les mêmes règles, avec les mêmes contreparties, y compris le centre de rétention. Je crois que le Maroc fait de la résistance, et un des rares pays il a d'ailleurs intérêt à le faire. Il a intérêt à le faire, et je pense que cette position, moi, je la félicite de ne pas avoir de centre de rétention. Il ne faut pas qu'on ait des centres de rétention, c'est des centres inhumains, c'est de la prison. C'est la prison à ciel ouvert, en fait. Bien sûr, c'est de la prison. Et regardez ce qui s'est passé, ils ont fermé des tas de centres. Mais c'est inadmissible. Par contre, effectivement, on a beaucoup de camps de migrants un peu partout ici. Et on a des camps dans des quartiers populaires déjà défavorisés. Et ça aussi, c'est le rôle des autorités locales, parce que le camp ne se construit pas en une nuit. Donc on se retrouve pas avec 200 ou 500 personnes dans un camp en une nuit. Donc clairement, honnêtement, il aurait fallu penser à des alternatives, ne pas attendre. C'est comme les bidonvilles. Donc on découvre qu'ils sont tous là. Donc il y a quand même quelque chose en amont qui ne se fait pas. Donc quand on voit que ça commence, de réfléchir à quel type d'alternative on peut avoir et ne pas attendre. Parce que le problème, il n'y a pas que le problème des réponses. Il y a le problème maintenant, comme vous l'avez justement dit, de l'interface entre la population locale et la population migrante, où il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup maintenant de racisme. Donc, et là, on est quand même la population marocaine commence à devenir raciste, parce que vous aviez évoqué tout à l'heure la montée du populisme en Europe. Est-ce qu'il n'y a pas une montée du racisme et de la xénophobie chez nous? Il faut dire que le racisme anti-noir est latent chez nous. C'est pas quelque chose qui se découvre. Donc, si vous revenez à nos origines, même dans nos discours, c'était porté. Maintenant, effectivement, il y a une recrudescence parce qu'il y a cette arrivée massive et avec
de l'incommunicabilité. Certains le perçoivent comme une invasion qui va leur bouffer leur espace et les possibilités d'accès à l'emploi. Donc d'autres redoutent parce qu'il y a de la violence. D'autres. Donc il y a vraiment. Par contre, il faut être aussi très honnête parce que j'évalue pas mal les programmes migrants. Il y a aussi de très belles histoires où il y a de l'intégration fabuleuse entre migrants et populations locales. Mixité, il y a des mariages, il y a tout ça qui se passe. Mixité sociale, solidarité, clairement même dans les quartiers populaires. Donc je veux pas être que négative. Il y a ces deux volets. Maintenant, ce qui est important, c'est aussi effectivement le rôle des autorités locales, parce que quand vous permettez, je parle de la gare routière ou la Zienne, quand vous permettez une masse aussi importante, vous voyez Fès aussi, donc partout vous avez une masse de personnes en plein quartier populaire dans le c'est clair que ça va créer de la tension. Et donc ça, il fallait agir en amont, ne pas attendre. Et agir, c'est quoi? Agir, c'est essayer aussi de créer une mixité aussi au niveau des espaces et des environnements. De créer une mixité quand c'est possible, de traiter au cas par cas. Effectivement, parmi les migrants, effectivement, il y a des gens bien. Il y a aussi des gens qui sont des trafiquants. Il y a aussi des gens qui sont. Je veux dire, c'est pas le statut de migrant ne leur confère pas tous les droits. Hein, donc ça c'est clair. Il nous confère le statut de migrant. On doit le traiter au cas par cas. Donc clairement et nettement. Et il y a des violences, il y a des profils et c'est des choses à traiter, mais pas de cette manière-là, parce que là on se retrouve en grande difficulté. Et avec des problématiques de refoulement. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas que les migrants, subsahariens ou réfugiés syriens. Les Marocains aussi. Il y a des Marocains maintenant. Il n'y a jamais eu autant de vagues de migrants. Comment vous l'expliquez, vous, Najat Mijit? Est-ce que c'est un phénomène nouveau qui réapparaît? C'est une recrudescence. C'est une recrudescence. Et vu ce qui s'est passé dernièrement, donc ces derniers temps, vous avez eu les événements du Hirak, vous avez eu les événements de Jarada, vous avez une demande un peu partout, Zagora, un peu partout. Vous avez des jeunes qui ont envie de partir et qui n'y croient plus et qui voient qu'il n'y a pas de réponse, quoi. Ils sont désorientés. Je veux dire, il y a un problème de leadership, il y a un problème de référentiel. Or, quand les jeunes, pour se projeter, doivent croire en quelque chose, et en plus, il y a tout l'investissement des réseaux sociaux avec des fake news et avec cette forte mobilité de tout le monde en disant bon, il faut que partir. Et donc la jeune femme qui a été tuée alors qu'elle migrait. Donc il y a beaucoup de choses qui alimentent. On a l'impression que c'est alimenté et que ce désespoir est alimenté et que la seule envie c'est de partir. Et donc il n'y a jamais eu autant de demandes de départ et de refoulement aussi de mineurs qu'on a repris du Nador et que la police a déplacé dans les villes. Donc on est quand même. J'ai l'impression que le gouvernement et les autorités sont désemparés et qu'on bricole plus qu'on agit. Et la jeunesse dans tout ça. La jeunesse désorientée. La jeunesse a toujours été désorientée. Je vais dire peut-être que vous aussi, lorsque vous étiez jeune, il y a longtemps. Comme ça, en tout cas, et aussi, on était tous plus ou moins désorientés. Non, mais je crois qu'on avait des référentiels. Ouais. Moi, je le dis très honnêtement. Moi, j'ai voulu ressembler à Martin Luther King. Patrice Lumumba, Nelson Mandela, Dr Albert Schweitzer. Donc, je sais pas, j'avais envie de croire en des gens qui avaient des idéaux, qui étaient prêts à sacrifier leur vie parce que la cause était primordiale. Maintenant, le monde a changé. Le monde a changé. Le référentiel mondialement, le référentiel des jeunes a changé et il n'y a pas de véritable leadership mondial. Et puis, ce qu'on vend, c'est surtout autre chose. Par contre, je veux quand même dire. Et là, j'ai assisté il y a pas longtemps, fin septembre, à toute une réunion des enfants défenseurs des droits de l'homme. Mais il y a un leadership au niveau des jeunes eux-mêmes. Et je crois que c'est là où on est en train de rater le coche. Parce qu'on voit souvent la jeunesse comme un problème à résoudre et non pas comme une solution. Et tant qu'on considère que la jeunesse, les problèmes de la jeunesse, les problèmes de la jeunesse, et on le voit comme une problématique, alors que c'est des acteurs de changement sur lesquels il faut investir, qu'il faut écouter, qu'il faut catalyser et qu'il faut mettre en avant de la scène. Je peux vous garantir qu'on peut changer. J'avais rencontré une jeune fille qui disait « Je suis fatiguée d'entendre les enfants, c'est demain, donc c'est l'avenir, et de parler des problèmes de la jeunesse. » Et elle avait dit très justement, quand on ne parle que de demain et que quand on nous voit comme un problème, on annihile toutes nos volontés de créativité, d'innovation et d'action. Donc il faut laisser les jeunes s'autogérer. Mais il faut s'exprimer. Non, d'abord, leur donner des espaces où ils s'expriment, où il y a des débats. Qu'on arrête d'utiliser que les réseaux sociaux. Si les réseaux sociaux, c'est devenu le seul canal. Donc, c'est pas normal. Je veux dire, si on permet aux jeunes d'avoir des débats avec des politiques, les écouter dans un cadre convivial, quoi, mais les écouter, donc, et pas de les écouter pour lister les revendications, mais pour écouter les propositions. Parce que je crois que nous sommes limités aussi dans nos réponses et que nous avons atteint
atteint peut-être nos capacités et que eux ont des réponses que nous n'avons pas. Et donc, qui sont peut-être plus faisables, moins coûteuses et plus logiques. Donc, juste qu'on écoute et on voit. Et aussi comment on les rend acteurs dans la mise en œuvre de ces propositions. Je crois que tant qu'on les actorise pas, tant qu'on les considère pas comme des acteurs et qu'on les considère uniquement comme des problèmes et qu'on les considère et qu'on pense qu'on régler les problèmes, c'est uniquement trouver l'emploi, c'est comment tu ouvres les perspectives et les opportunités. Leur dire oui, nous avons des problèmes, mais des problèmes, pas les problèmes de jeunes, des problèmes sociétaux. Mais vous avez un rôle à jouer. Et moi, je suis sûre qu'en actorisant les gens et les jeunes, vous pouvez arriver. Et quand je dis actoriser les jeunes, ça commence dès l'enfance. Hein. Donc, on n'attend pas qu'il ait 30 ans. Vous faisiez référence aux réseaux sociaux aujourd'hui. Ouais. On dit que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est la démocratie 3.0. Et que là, effectivement, donc ces jeunes-là, du coup, ils ont toute la capacité, toute la latitude de s'exprimer, d'échanger, de créer des interactivités, de la connectivité à l'échelle planétaire d'ailleurs. Donc est-ce que là, du coup, se dire, voilà, tout se passe sur les réseaux sociaux, puis les jeunes, si effectivement on veut pas les entendre et les écouter en dehors des réseaux sociaux, ils ont pris des positions claires sur les réseaux sociaux, et puis voilà, c'est comme ça. C'est comme ça et c'est pas comme ça. Moi, je pense que les réseaux sociaux actuellement, ce qui se passe au Maroc particulièrement, c'est que on surveille, on est plus dans une approche sécuritaire à surveiller ce qui dévie pas, à réagir en fonction d'eux. Mais je pense que les réseaux sociaux, c'est un mode de communication et qui n'est pas utilisé par nos décideurs. Je suis désolée. On est toujours en réaction. J'ai vu quand il y a eu le boycott, on a mis beaucoup de temps à réagir après. On a réagi oralement, mais c'était pas judicieux. Donc, le but, c'est, à mon avis, c'est comment on peut être proactif. Si on veut cibler les jeunes, et maintenant les jeunes et les moins jeunes, hein, donc même les personnes, même les femmes d'un certain âge, même si tout le monde utilise les réseaux sociaux. Donc ce qui est important, c'est comment réellement informer, et quand je dis informer vrai. C'est pas de la part des décideurs, qu'ils soient territoriaux ou centraux, quelle information on veut apporter. Et d'une information claire, basée sur un argumentaire, qu'on peut vérifier. Ça, c'est important. Le deuxième point, et je disais tout à l'heure, le leadership du gouvernement. Tout le monde reproche le manque de communication. C'est clair, c'est reproché. Donc, clairement et nettement, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut faire, où on en est. On sent, et peut-être de dire, nous arrivons à un point, effectivement, on est dans une crise, on a du mal à la gérer, mais il faut être honnête. Qu'est-ce que nous coûterait l'honnêteté, franchement? Mais utiliser les réseaux sociaux dans ce sens, informer et recevoir les feedbacks. Ça serait pas dangereux pour vous que justement les pouvoirs publics, ceux qui sont aux commandes et ceux qui doivent décider, disent on peut plus décider parce qu'on sait plus. Donc du coup, quelles conséquences directes et indirectes aussi en tout cas sur des catégories de population. Moi, je pense très honnêtement qu'il faut avoir l'honnêteté. Je veux dire, il y a 2 points. Un, si on ne sait plus, et si on n'y arrive plus, il faut savoir partir. Ça, je crois que c'est quand on se sent pas capable, parce qu'on n'y arrive pas, il faut savoir partir au lieu de creuser les trous. Deuxième point, c'est qu'on peut avoir la volonté de faire, mais que les solutions jusqu'à présent ne semblent pas idoines. Et que les solutions que je propose, voilà, elles sont peut-être éculées. Est-ce qu'il y a d'autres? Et là, on peut, via les réseaux sociaux, ou via tout le digital, aussi faire contribuer. Dire voilà, on pense ça. Vous pensez que c'est judicieux, c'est faisable? Je crois que c'est important. Des espaces participatifs en fait sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'on ne doit pas répondre aux revendications. On est là pour écouter. Ça veut dire que j'appelle à proposition. C'est un appel à proposition. Et je pense que si on sait écouter, mais ça veut dire aussi que les gens sont outillés. Hein. Et ça veut dire aussi qu'il doit y avoir du feedback oui, ça veut dire aussi que les gens pigent les enjeux aussi. Les enjeux. Donc c'est important. C'est aussi un risque qu'il faut savoir prendre. Hein. Donc, mais il faut l'accepter. De toute façon, le risque y est. Le risque y est. Au lieu d'être insulté non-stop via réseaux sociaux et réagir de manière incohérente, autant anticiper et dire, voilà, effectivement, le point 1, le point 2, le point 3, le point 4. Et sur les hashtags qui ont fleuri sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois, dernièrement, Massektech, se munir de siffler pour dénoncer le harcèlement. Mais ça, moi, je pense que c'est bien. Franchement, c'est de tonicité, vivacité. Mais ça prouve qu'il y a quand même de la réactivité, que les gens ont besoin de réagir et que c'est pas évident ce qui se passe pour le harcèlement. C'est bien de voter une loi qui est plus ou moins complète et contestée, mais c'est aussi important de dire je suis citoyenne à part entière. Et je veux pas me taire, je m'impose. Et je crois que c'est important, parce qu'il faut pas oublier que nous sommes quand même dans une société où il y a eu un pushback sur le plan, j'aime pas le mot valeur, mais on est sur un conservatisme et que le statut de la femme est quand même largement remis en question dans plusieurs imaginaires et dans plusieurs perceptions. Et donc c'est hyper important aussi de dire que si on se fait siffler, c'est pas parce qu'on l'a voulu. Si on se fait siffler, c'est pas mon comportement qui fait que je me fais siffler ou toucher ou insulter, c'est ton comportement à toi qui est malsain. Et donc là, il faut aller sans être dans la confrontation, et je pense que c'est important ce qui est en train de se faire, de dire non, Massektech, je crois que c'est important, et de montrer, ça, c'est pour le hashtag Massektech et pour le hashtag Kounarajel.
C'était au mois de mai-juin. Ça vous fait marrer, ça. Non, mais moi je pense que... Est-ce que vous saluez aussi le hashtag? Oui. Est-ce que Najat Mjid salue le hashtag Kounrajel? Et je pense que je le salue pas, je l'accepte, mais ce qui est important, c'est aussi le fait d'utiliser l'humour. Je crois que c'est le Marocain, il y a eu beaucoup d'humour. Je vais le donc on l'a toujours fait. Et donc je pense que c'est important d'allier humour, d'utiliser tous les canaux pour faire passer. Il y a des choses bonnes, il y a des choses moins bonnes, mais en tout cas ça fait réagir. Ça fait réagir. Et je pense que c'est important que ça fasse réagir. Est-ce que du coup ça veut dire aussi que c'est sur la toile aujourd'hui que le futur, j'allais dire, modèle sociétal du Maroc est en train de se construire, parce qu'il est en train de se challenger aujourd'hui entre, par exemple, Kounrajel et Massektesh. Voilà. Le conservatisme versus modernité, ouverture, fermeture. Mais ça prouve qu'on a une société qui est divisée, une société qui qui n'a pas les mêmes références. Et ça prouve que c'est important, qu'on peut faire les plus belles politiques du monde, les plus beaux textes de loi, mais qu'il faut travailler quand même sur les perceptions, sur les changements, sur les normes. Et ça, c'est du boulot. Et que malheureusement, pour l'instant, c'est que les réseaux sociaux. Parce que je suis désolée, je reviens au fait que nous n'avons pas débat ouvert sur le religieux, sur la religiosité, sur les perceptions, sans agressivité, mais des débats constructifs. Je crois qu'on manque beaucoup d'espace, et que maintenant, c'est à coup d'hashtag l'un contre l'autre, ce qui est pas logique, quoi. Donc, est-ce que les médias font le job pour vous? Je pense que c'est pas suffisant, très honnêtement. Est-ce qu'ils le font? Parce que les débats aussi, je pense que les médias aussi ont une fonction sociale et sociétale à assumer. Et est-ce que vous considérez, Najat Mjid, que on est à quelques semaines de 2019, on fait le job? Non, c'est-à-dire je vais être très franche avec vous. L'écosystème médiatique, oui. Non, l'écosystème médiatique est à revoir, parce que d'abord, maintenant, il y a un foisonnement, et particulièrement sur le digital, si je reviens, un foisonnement de médias. Il y a on est beaucoup aussi dans de la provoque, des informations vraiment prises sur le vif, des fois qui font le buzz, des fois même qui portent atteinte à la dignité, des fois qui sont fausses. Il faut faire très très attention à ce qui est en train d'arriver, parce qu'on alimente, et puis c'est repris par l'autre, et c'est repris par l'autre, et c'est repris par l'autre. Ça, c'est très lourd. Pour moi, je pense que c'est important. Il faut avoir une éthique. Le digital peut fonctionner, mais je suis désolée, ça c'est important. Le deuxième point, il y a un grand problème de manque, à part certains médias, de manque d'analyse. Et quand je dis d'analyse de ce qui se passe, mais une analyse aussi qui soit accessible aux gens, parce qu'elle est accessible qu'à une certaine élite qui peut avoir accès qu'à certaines informations. Darija aussi, c'est important, il faut pas oublier, elle peut pas être que francophone, elle peut pas être que arabophone littéraire, mais Darija, il faut apprendre aux gens aussi à analyser, qui soient capables, et particulièrement les jeunes, à ne pas prendre une information pour argent comptant. Ça, c'est très très important, puisque l'école n'a pas développé ses capacités d'analyse, en espérant que la nouvelle école le fera, que les parents sont eux-mêmes désemparés, et que la société en tant que telle n'est pas beaucoup dans l'analyse et le débat. Donc on prend et on répète, et puis l'information devient une vérité partagée par tout le monde, absolue, et c'est dangereux. L'autre point qui me dérange aussi, c'est pas que les médias, c'est aussi certains médias qui reprennent certaines vidéos prises par certaines personnes, et quand je vois des viols en direct, moi je suis outrée. C'est inadmissible, parce que je veux bien qu'on provoque, mais il y a une atteinte à la dignité de ces personnes, il y a une atteinte à la vie privée de ces gens-là, et là il y a un grave problème d'éthique. Et donc nous, et j'en profite pour dire aussi, faire très attention aux gens qui téléchargent et qui voient, parce que nous aussi on devient complice, parce qu'à force de télécharger, de regarder on consomme, et on donne du pouvoir à ça. C'est trop dangereux. Vous avez fait référence à l'école de demain, parce que l'école d'hier n'a pas fait le job, et l'école de demain est censée le faire. C'est ce que vous avez dit. J'espère. Oui, vous espérez. Mais c'est quoi l'école de demain pour vous, sous l'angle, vous qui êtes une militante de terrain, hein, moi j'avais dit plus de 30 ans, mais en fait ça fait 40 ans, c'est ça, dans cette réforme aujourd'hui du système éducatif, de l'école, il y a peut-être un aspect qui n'a jamais été évoqué, c'est l'éducation sexuelle. Alors, pour ces jeunes aussi, est-ce que vous considérez que l'école, par exemple, doit aussi avoir cette prérogative et attribut que d'aborder cette question-là, ce sujet-là et cet enjeu-là? Je pense que l'école de demain est la réforme, et puis j'espère qu'elle va fonctionner, parce que je suis tellement fatiguée du nombre de réformes que je demande à voir. Hein. Et je pense que l'école doit être ouverte sur son environnement. C'est pas une école fermée. Une école qui doit s'adapter, qui ne fait pas que de l'enseignement. On n'est pas que là à apprendre les mais une école, c'est l'école de la vie. Et quand je parle de l'éducation, l'école a un rôle à jouer, parce que elle doit être en lien avec son environnement, avec le culturel, avec le sportif, développer la créativité,
créativité, la capacité d'analyse et empower, thinking des enfants. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que tous les sujets doivent être abordés et que ce soit l'éducation civique, et qui est importante, l'éducation à la citoyenneté, ça c'est important. Le débat est important. L'éducation sexuelle est importante. Pourquoi l'éducation sexuelle est importante? L'éducation sexuelle est importante parce que la sexualité est une composante du développement des enfants, qu'on le veuille ou pas. Et si on ne l'aborde pas, clairement, honnêtement, elle est abordée malheureusement de plus en plus par encore les réseaux, le digital, l'internet. Et ce qui arrive et qu'on voit, c'est que souvent, cette éducation sexuelle est faite à travers les réseaux pornographiques, les films. Et donc, ce qui est important, on est en train de véhiculer que la violence, ou que les tournantes, ou que la pornographie, c'est la sexualité. Et c'est très, très dangereux. C'est-à-dire, c'est normalisé, quoi. C'est normalisé et les comportements sexuels reproduisent ça. Et il y a eu des études faites de par le monde. Donc maintenant, c'est comment éduquer sur le plan sexuel, comment l'aborder, comment expliquer. C'est hyper important. Donc, ça veut dire, il n'y a pas de tabou, c'est du physiologique, bien entendu, mais c'est aussi écouter. Il y a des clubs, il y a eu plein de choses qui ont été faites. Mais maintenant, ce qui est important, c'est de permettre d'aborder ce sujet. Et de l'aborder de manière... Au sein même de l'école. De l'école, mais par aussi l'enseignant, par l'enseignant, psy extérieur, oui, par l'enseignant, par les ONG, par les clubs, parce qu'il y a le club santé, il y a les clubs qui sont faits au niveau éducatif par le ministère X, le ministère Y, juste une cohérence d'ensemble pour éviter quand même des distorsions de messages. Et c'est abordable clairement et sans que ce soit pour autant vécu comme encourager une sexualité débridée. Ça c'est quand même pas normal parce que souvent dès qu'on parle d'éducation sexuelle, attention, on va les encourager à avoir une sexualité libre, débridée. Les maladies sexuellement transmissibles existent, les rapports sexuels existent, le sida existe, la violence sexuelle existe. Donc on va pas se fermer les yeux. Les grossesses existent, des gamines se retrouvent avec des avortements clandestins. Donc tout ça existe, on le veuille ou pas. Donc autant le prévenir, autant le cadrer, et autant donner une information claire. En y associant les parents aussi. Ah oui. Et les parents, ben vous avez des associations de parents d'élèves. Et moi, j'ai eu à travailler avec beaucoup les parents ne savent pas aborder ce thème. Parce qu'il y a des parents qui vous disent, je ne sais pas l'aborder. Par peur, par méconnaissance. Par tabou, par méconnaissance, par beaucoup de choses. Et donc, clairement, honnêtement, les parents d'élèves peuvent être outillés réellement pour aborder ce thème, que ce soit la mère ou le père. Ça peut être aussi à travers le point, parce que vous parlez d'éducation sexuelle, les parents aussi demandent, et ça je crois que c'est important, et le rôle, l'école peut le jouer à travers les associations de parents d'élèves ou les autres départements, que ce soit la culture ou la jeunesse ou les ONG, c'est aussi tout le volet de la protection en ligne des enfants. Parce qu'il y a tout le volet, l'accès maintenant à Internet, aux réseaux sociaux, tous les gamins ont accès à ça, très tôt. Donc, ce qui est important, c'est aussi les parents qui savent pas comment protéger les enfants. Et là aussi, il y a le volet sexualité en ligne, avec tous les risques qu'on connaît, mais il y a aussi l'exploitation sexuelle en ligne qui est encore plus grave. Ouais, vous avez travaillé là-dessus, vous avez été rapporteuse pour l'ONU. J'étais rapporteur sur ce volet-là, je peux vous dire. C'est quoi? Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que c'est flippant aujourd'hui ce qui se passe? C'est inquiétant et croissant. Et parce que l'Internet, avec les technologies, la convergence des smartphones avec l'Internet, c'est qui va à une allure croissante, clairement et nettement, a permis à ce que des prédateurs sexuels utilisent ça pour accéder à des enfants. Et vous avez, très honnêtement, je travaille avec Interpol, avec Scotland Yard, avec BI, toutes ces polices, quand vous voyez les images qui circulent de gamins dans des situations d'exploitation sexuelle inimaginables, et c'est des millions de victimes qu'on n'arrive pas à identifier, et c'est des millions et des millions d'images qui ne sortiront jamais de la toile, et c'est des millions et des millions de prédateurs qui se connectent toutes les 3 minutes en ligne, qui nécessitent de la cyberinfiltration, qui nécessitent des techniques de plus en plus sophistiquées. Donc, clairement, honnêtement, c'est un problème. Malheureusement, au Maroc, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas beaucoup. Les ONG l'ont abordé, donc avec une université pour aller quand même sur la protection en ligne. Mais protection en ligne veut dire quoi? C'est comment aussi renforcer, informer les enfants aussi pour qu'ils apprennent à se protéger. C'est important. Et outiller les parents et les accompagnateurs des enfants enseignants aussi pour qu'ils apprennent. Quand vous rentrez dans une école et vous voyez toujours l'informatique, cette fameuse salle d'informatique qui me fout un petit peu, qui me fout en rogne, parce que on a toujours l'impression que l'informatique est à part. Vous rentrez dans une salle, vous avez 15 ordinateurs, alors que l'informatique est un outil de travail, donc pour moi elle n'est pas parallèle. Mais quand vous voyez aussi qu'il y a de l'accès Internet et que personne ne contrôle et que personne n'explique, c'est un petit peu inquiétant. Donc c'est important quand même de prendre en considération ce point-là. Journée internationale de l'enfant demain. Oui. Voilà, vous experte aux Nations Unies sur le droit de l'enfant. Un bilan mitigé. Qui avait créé, fabriqué de toutes pièces. Baptiste en 95, si ma mémoire est bonne. Ouais. Ça fait 23 ans. Ouais.
on en est aujourd'hui? Mais Beïti existe toujours, malheureusement. Je dis malheureusement parce que... Vous auriez préféré que 23 ans après, Beïti n'existe plus parce que le problème aurait été pris en bien et par les décideurs, quoi, et par les responsables concernés. Quand on avait commencé sur les enfants en situation de rue, hein, donc c'était une thématique à l'époque où les enfants en situation de rue étaient reconnus comme délinquants, donc qui étaient raflés. Donc la loi a changé, ils sont reconnus comme des enfants en danger, ça c'est génial, et qui nécessitent protection. Mais entre-temps, les enfants en situation de rue, enfants au travail, enfants migrants, enfants victimes de violences, de tout. Hein. Donc on a de tout, filles et garçons. Et le problème est là, toujours persistant, parce que comme je disais tout à l'heure, en amont, donc tout le travail en amont, que ce soit le préscolaire, l'éducation, l'appui aux familles, la guidance parentale, parce qu'on a un gros problème aussi de démission parentale, de faillite. Est-ce que c'est de plus en plus marqué la démission parentale? Oui, c'est de plus en plus marqué. C'est de plus en plus marqué. Vous avez des parents qui se retrouvent confrontés eux-mêmes à des difficultés psychologiques, personnelles, et qui n'ont plus les capacités à éduquer ou à protéger. Donc ils lâchent prise. Ils lâchent prise parce que ils ne sont pas accompagnés. On n'a pas de programme à ce jour d'accompagnement, de guidance parentale. Même les politiques de protection sociale, on est encore à 15 fois, encore un autre mapping, une autre politique est en train de se mettre en place. Donc, on n'a pas un accompagnement à l'haqotreko. Moi, je suis et je suis une mère qui a des difficultés, à qui je m'adresse, où je vais, on ne sait pas. Donc, tout le monde se débrouille. Et le deuxième point, c'est effectivement toute la partie préscolaire. Le préscolaire, je vous rappelle, commence qu'à 4 ans officiellement, et tout le jardin d'enfants, tout ce volet-là, c'est pris en charge ou par le privé ou pour les associations. Le deuxième volet, c'est tout l'accès au capital santé. Donc, on a le travail des enfants, on a un problème majeur en amont qui n'est toujours pas résolu. Et donc, la problématique, les raisons sont toujours là. Donc, ça, c'est un grand débat. Et après, les réponses apportées, elles sont à 99% portées par les associations, à ce jour. Hein, donc, pas que Beïti, d'autres associations. Et donc, on n'arrive pas à trouver un relais, effectivement, pour pouvoir. Donc, l'association se retrouve à faire de la prévention, travailler avec les parents, travailler avec les enfants, travailler sur l'emploi, travailler sur l'insertion, innover en matière d'insertion. Parce que, pour innover, il faut que vous ayez une idée du marché de l'employabilité, mais aussi tenir compte des potentialités créatives de l'enfant et des innovations. Et là, on a une inadéquation. Donc, on se retrouve avec beaucoup d'inadéquations entre un système qui se veut de plus en plus excluant et nous qui nous forçons à vouloir inclure dans ce système qui est encore excluant. Donc, c'est un peu Kafka. Hein. Parce qu'aujourd'hui, en 2018, la société exclut beaucoup plus qu'en 95, lorsque Beïti a été créé? Pour moi, oui. Elle est exclue, mais ce qui est plus lourd, c'est que c'est une exclusion qui, pour moi, est de plus en plus difficile et de plus en plus incompréhensible parce que elle exclut tout en mettant des réponses. Donc, et c'est ça qui est lourd, hein. Donc, à l'époque, effectivement, il n'y a pas de réponse et c'est là où ça devient très difficile à comprendre et c'est là où je dis, il faut qu'on se pose des questions en disant, je lutte, entre guillemets, ou je préviens depuis des années, j'y arrive pas. Donc, il y a quand même un problème. Donc, il y a un problème dans la façon de faire. Et cette remise en question, on n'y arrive pas. J'arrête pas de dire, l'exclusion est traitée par de la ghettoisation. Le nombre de centres qu'on crée, le nombre où il y a des centaines de personnes, mais c'est de l'exclusion ghettoisée. Ça, c'est très dangereux. Or, on doit aller sur de la mixité sociale et faire en sorte qu'on n'institutionnalise pas. On n'institutionnalise pas les enfants. Parce qu'après, on se retrouve avec des enfants qui ont vécu 20 ans, qui ne quittent plus. Parce qu'il n'y a pas eu d'alternative, c'est leur lieu de vie. Alors, on en fait des enfants qui ne sont pas des adultes productifs. Donc, il faut qu'on arrête. Ça, c'est l'enfant de Beïti, ça, c'est l'enfant de X. C'est un enfant, point barre. Donc, c'est un accompagnement, il doit y avoir des relais. Et c'est là où on est en difficulté. En 30 ans de combat, parce que c'est un combat, ça. Hein, oui. Hein, vous avez encore la force, vous avez toujours le sourire, vous êtes même c'est agréable. Hein. Je reste indigné, toujours 30 ans après. Est-ce qu'on se dit aussi aujourd'hui, quand on regarde dans le rétroviseur, qu'il y a aussi de belles choses qui ont été faites, heureusement, et des histoires sympas. Ouais. C'est-à-dire que vous avez croisé des jeunes garçons ou filles, par exemple, et qui, malgré toutes les contraintes, malgré tout ça, eh bien, voilà, ils sont arrivés à faire des choses sympathiques, à écrire en tout cas une belle histoire. Écoutez, j'aurais pas continué. Je veux dire, le seul point qui m'a fait avancer, c'est les enfants eux-mêmes. Parce que quand je vois leur courage, leur capacité de résilience, des yeux qui pétillent encore, alors qu'ils vivent dans des conditions hors normes, mais je me dis, mais le courage, mais c'est un chapeau. Et donc, clairement, ça vous donne envie d'investir. Il y a de très belles histoires. Quand vous voyez je vous le donne juste, il y a la fin de l'année dernière, donc même pas, il y a 9 mois. Marrakech. Je suis en mission, je sors acheter une bouteille d'eau.
Et j'arrive, et je demande une bouteille d'eau, je regarde les journaux, puis j'entends « Dr Amjid !» Je me retourne, je vois un grand gamin, je reconnais le visage, j'arrive pas à mettre... Il me saute au cou. C'était un gamin qui avait été, dont la sœur qui vivait à Marrakech, et qu'on avait rapatrié sur Casablanca parce qu'il n'y avait pas de solution, qui vivait dans une famille où le père se droguait, la mère se prostituait, la sœur était victime d'inceste de la part du père, lui déambulait dans les rues. Non seulement sa sœur a été sauvée, quand je dis sauvée, c'est pas grâce à Beïti, c'est que le Beïti est juste un catalyseur qui appuie sur leur capacité. Ces gamins sont géniaux. Et qui a fait un super parcours, qui est marié, mariage d'amour, tout ce que vous voulez, et lui aussi s'en est sorti avec un super emploi, rayonnant, avec 2 enfants, et j'en avais les larmes aux yeux parce que c'était génial. Je vois un autre qui était pas de parents, qui arrivait pas à être à l'école, qui supportait pas. La seule raison d'être, c'était le cheval. C'est pour ça que je vous dis, il faut innover. Et donc, on a bataillé, on s'est retrouvé au Hara Royal d'Arcelem, c'était génial. Le jeune a été formé, nous on a appuyé la partie éducation, elle a été formée à devenir jockey et il a fini. Non seulement jockey, mais il a tellement évolué qu'il s'est retrouvé responsable du Hara Royal au Koweït, hein, donc où il gagnait 15 fois plus. Hein. Et il y a de très très belles histoires où quand il y a un enfant qui a perdu ses parents pendant des années et que vous avez à reconstruire et que c'est des retrouvailles énormes et avec une très belle construction, heureusement, parce que sinon ça ne tiendrait pas le coup. C'est ça en fait qui vous permet aussi de vous ressourcer, vous régénérer aussi pour continuer, parce que je me dis des fois, quand on a un coup de pompe comme un genou au sol, ou 2 genoux au sol, qu'on est fatigué, qu'on n'y croit plus. Je vous avoue que je suis souvent fatiguée, mais ce qui est important, c'est aussi, vous pouvez pas vous laisser aller, parce que ces enfants continuent, et moi je pense que pour moi, ce sont eux le leadership de demain. Et franchement, quand je vois aussi beaucoup de jeunes qui réagissent des réseaux sociaux de manière positive ou qui portent des initiatives positives, et il y en a. Je peux vous donner un exemple. On est plein dans un patelin paumé de Tanger. C'est récent ce que je suis en train de raconter. Paumé, un quartier pauvre, très conservateur. Et alors, une équipe de jeunes gamines a constitué une équipe de foot féminine. Mais pourquoi je me dis, il y a des trucs géniaux, et là les médias aussi doivent aller montrer que c'est possible, qu'il n'y a pas que du négatif, qu'il y a des gens qui se battent avec leurs propres moyens. Et moi, ces personnes-là me poussent à avancer en me disant, les décideurs doivent descendre sur le terrain, être en lien, écouter, prendre en compte la population comme des acteurs réellement, et ils sont capables de trouver des solutions idoines. Et de par vos nouvelles fonctions aussi aujourd'hui, en tant qu'experte aux Nations Unies? Eh ben, on continue à se battre parce que la problématique de l'enfant elle est mondiale. Hein, donc, il n'y a pas un pays, quand vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, il n'y a pas un pays brillant dans ce domaine-là. Hein. Il n'y a pas un pays brillant. Je pense qu'il n'y a pas de compris les pays scandinaves, très souvent ils avancent, ils ont avancé, mais les pays scandinaves sont très bien sur la matière des droits. Mais actuellement, avec la montée du populisme et des extrêmes droites, la partie des migrants, elle est largement remise en question. Hein. Donc, tout dépend où on est. Je pense que la situation des droits de l'homme, de manière globale, et plus spécifiquement les droits de l'enfant, bien que l'enfant, et normalement tout le monde y adhère, est en train de connaître quand même un recul dans beaucoup de pays. De par la montée du populisme, de la part de la montée du conservatisme, pas que musulman, mais aussi catholique, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc, la bataille n'est pas gagnée. Hein. La bataille en matière de droit n'est pas gagnée. Et je pense qu'elle se gagnera. C'est une bataille quotidienne, quoi. Donc on avance d'un pas, on recule de 2, mais il faut continuer et surtout avoir de la relève, et puis avoir de la pêche, oui, de l'énergie. J'ai dire, oui, le Hougra, il faut lutter contre le Hougra, il faut rester indigné. Et ça, Stéphane Hessel est génial pour ça. S'exprimer, ne pas s'exprimer dans la violence et surtout montrer. Franchement, je profite de cette opportunité pour dire que moi, je crois en la jeunesse, et c'est pas du blabla, parce que réellement, les capacités, les potentialités qu'ils ont et qu'elles ont sont immenses et incommensurables, et qu'il faut réellement investir dessus. Merci. On finira là-dessus, c'est beau de finir là-dessus, non? Sur cette note-là. Merci en tout cas. Une fois de plus à vous, Najat Mejid. Je rappelle que vous êtes experte aux Nations Unies sur les droits de l'enfant et que demain, c'est la journée internationale de l'enfant. Voilà. Donc c'est la grande fête aussi. Oui, la grande fête pour ce qui a été acquis et puis la grande bataille pour ce qui est encore à conquérir. Merci en tout cas à vous une fois de plus, Najat Mejid, et belle journée à vous. Merci beaucoup.